Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai casse-tête en fait pour beaucoup d'entreprises. Comment on forme efficacement les managers dans le secteur de l'expérience client? C'est ça. La difficulté est immense, on leur demande de s'améliorer sur plein de choses, mais leur ressource la plus précieuse, la plus rare, c'est le temps. C'est le grand paradoxe. On veut des managers qui soient à la fois coach, analystes, leaders, tout ça en même temps. Mais en réalité, ils ont à peine le temps de souffler entre deux urgences. Et du coup, la formation, c'est la première chose qui saute. Exactement. Alors, pour creuser cette question, on a une source assez intéressante aujourd'hui. C'est un mémo interne d'un cabinet de conseil, Oswego. Le titre, c'est Craft Operations for Brighter Futures. Fond, et je cite, c'est que les formats de formation courts ne sont plus une simple alternative, mais un choix rationnel de performance opérationnelle. Choix rationnel. Les mots sont forts. On change de dimension. C'est plus une question de confort, c'est de la pure logique business. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On va voir ce que ce mémo a vraiment dans le ventre. Est-ce que leur raisonnement tient la route? On va décortiquer le problème qu'ils posent, leurs solutions, et on va essayer de voir si c'est si révolutionnaire que ça en a l'air. C'est parti. Allez. Alors, pour commencer, le constat de départ. Le mémo identifie un ennemi numéro 1, le manque de temps. L'ennemi absolu. Pour un manager dans les opérations clients, c'est une réalité brutale. Et pour le prouver, le document ne fait pas que l'affirmer, il sort des chiffres. Et là, c'est assez percutant, hein. Oui, les données qu'ils avancent sont là pour marquer les esprits, clairement. Ils mettent en opposition directe les formats courts et les formations, disons, plus traditionnelles. Et l'écart est... Spectaculaire. C'est le mot. Le mémo dit que les formats courts, ils atteignent des taux d'achèvement de plus de 80%. 80%. Alors que les formations longues, elles, plafonnent péniblement entre 20 et 30%. C'est un gouffre. C'est un gouffre. Mais attends, ce chiffre de 80%, il est impressionnant, mais qu'est-ce qu'il nous dit au fond? Est-ce que les gens finissent juste parce que c'est court ou parce que c'est vraiment efficace? Terminer, ça ne veut pas forcément dire avoir appris. Très bonne question. Et le mémo essaye d'y répondre, justement en ne s'arrêtant pas là. Il relie ce chiffre à deux autres indicateurs. Le premier, c'est une amélioration de la rétention des connaissances qui peut aller jusqu'à 50% de plus. Ah oui, d'accord. Et le second, c'est une réduction du temps de formation global de 40 à 60%. Du coup, l'argument, c'est non seulement plus de gens vont au bout, mais ils retiennent mieux et en mobilisant beaucoup moins de temps. D'accord. C'est ce trio qui justifie l'expression choix rationnel. Vu comme ça, c'est plus convaincant, c'est sûr. Et le document va plus loin. Il introduit une idée que j'ai trouvée vraiment intéressante. Le grand angle mort de la formation. C'est un concept puissant, oui. L'idée, c'est que le peu de temps de formation dont disposent les managers est il est déjà cannibalisé. C'est ça. Il est absorbé par des programmes d'entreprise qui sont nécessaires, mais obligatoires et pas toujours liés à leur métier. Les formations RH, la conformité RGPD, la cybersécurité, La prise en main du nouvel outil. la liste est sans fin. Et la conséquence de cet angle mort, c'est que les compétences qui sont au cœur du réacteur de l'expérience client, Et elle passe à la trappe. exactement. Le mémo en liste quelques-unes et ça fait un peu peur. On parle de piloter la performance, animer la qualité de service, traiter les irritants clients. Prenons juste traiter les irritants clients. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est un art. C'est bien plus que juste régler un problème. Ah oui, ça veut dire identifier la cause racine, mesurer son impact sur des centaines, des milliers d'autres clients et piloter un plan pour l'éradiquer. C'est une compétence qui a un impact direct sur la fidélisation, sur les coûts. Et ça ne s'improvise pas. Du coup, la conclusion logique du mémo, c'est sans formation structurée, comment ils apprennent ces managers G-Grec? Eh bien, sur le tas, Voilà, par mimétisme, en copiant leur ancien chef avec ses qualités et ses défauts, ou par essai et erreur. ce qui crée la situation que toutes les directions CX redoutent, une énorme hétérogénéité des pratiques. D'un manager à l'autre, dans la même boîte, la façon de coacher, de débriefer, d'analyser les chiffres, ce ne sera pas la même. Et chacune de ces petites décisions a un impact. Un impact direct sur l'expérience des équipes et donc à la fin sur celle des clients. C'est là que la performance se perd. C'est un tableau assez sombre quand on y pense. Des managers débordés, avec un angle mort sur leurs compétences clés et qui bricolent dans leur coin. Alors, qu'est-ce que l'approche d'Oswego a de si différent? Alors leur réponse, elle tient en deux mots. Micro-learning. Le tout intégré dans une plateforme, l'académie. Mais attention, c'est pas juste une collection de petites vidéos. C'est une philosophie en fait. Exactement, c'est pensé de bout en bout pour les contraintes du terrain.
Il y a une citation du fondateur, Olivier Paulvoisin, qui est très directe. Il dit « L'objectif est simple, apporter la meilleure pratique dans un format immédiatement activable ». Le mot-clé, c'est activable. Oui, on n'est pas dans la culture générale, on est dans l'outil, dans l'action. Absolument. Et ça se voit quand on regarde les caractéristiques de leur module. D'abord, la durée, une quinzaine de minutes. 15 minutes? Sérieusement? C'est à peine le temps d'un café. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de solide en si peu de temps? Ça peut vite faire gadget, non? Un peu superficiel. C'est le risque, bien sûr. Et je pense qu'ils le savent. Leur réponse à ça, c'est la structure. Chaque module est ultra rigoureux, découpé en 7 étapes. Ça peut paraître un peu recette de cuisine. Un peu scolaire. Oui, mais si on se met à la place du manager qui a un quart d'heure devant lui, cette structure devient une sorte de garde-fou pour aller à l'essentiel. D'accord. Alors déroulons-la, cette fameuse structure. Ok, ça commence par une intro très concrète d'un expert. Ensuite, une petite auto-évaluation rapide. Puis, l'explication simple de la meilleure pratique. Après, un exemple inspirant tiré d'un cas réel. Donc on ancre dans le concret. Toujours. 5e étape, les bonnes pratiques clés pour réussir. 6e, et c'est crucial, une mise en situation. Et enfin, une conclusion orientée action. C'est très dense, mais chaque seconde est pensée pour être utile. On sent bien la volonté de chasser le superflu. Il y a une citation d'Adeline Noira, la directrice des programmes, qui le confirme. Chaque module s'appuie sur des situations réelles, avec un enseignement clé, la meilleure pratique associée et des actions concrètes à appliquer. C'est presque un mantra, tu vois. Du réel, un enseignement, une action. Et ça ne s'arrête pas à la vidéo. Non, et c'est ça qui est malin. À la fin de chaque module, le manager peut télécharger des livrables, des outils prêts à l'emploi. Genre des checklists, des guides? Exactement. Une checklist pour préparer un débriefing, un guide réflexe pour un client en colère. L'idée, c'est de prolonger l'apprentissage au-delà des 15 minutes avec des trucs qu'ils peuvent utiliser le jour même. D'accord. La structure est pensée pour l'efficacité. Mais bon, une bonne recette avec de mauvais ingrédients, ça reste un mauvais plat. La qualité du contenu, ça doit être la clé de tout, non? C'est le point suivant du mémo, et ils insistent beaucoup dessus. Un format court, c'est beaucoup plus exigeant à concevoir qu'un format long. Il n'y a pas de place pour le flou. Pas le droit à l'erreur. Zéro. Pour garantir ça, ils expliquent que le contenu repose sur 2 piliers. Le premier, c'est leur propre expérience, accumulée au fil des ans. Le second, et c'est là que ça devient intéressant, c'est la contribution de praticiens reconnus. Des pros de l'expérience client qui sont ou ont été sur le terrain. Il donne l'exemple de Fadel Bala qui a conçu leur premier programme. Elle est présentée comme une experte internationale, mais aussi et surtout comme une manager opérationnelle. Oui, on sent qu'ils veulent s'appuyer sur des gens qui ont le savoir-faire, pas juste le savoir. C'est ça. Il Mémo partage 2 de ces citations qui, pour moi, résument toute la philosophie. La première, c'est « Le manager gagne en puissance le jour où il cesse d'agir partout et commence à agir juste ». Attends, cette phrase, elle est très contre-intuitive. Cesser d'agir partout et commencer à agir juste, on a plutôt l'image du bon manager qui est sur tous les fronts, qui répond à tout, tout le temps. C'est un changement de paradigme complet. L'objectif, c'est pas de leur donner de nouvelles to-do list, ils en ont déjà trop. C'est de leur donner des outils, la loi de Pareto, des matrices de priorisation, mais traduits dans leur contexte. Pour les aider à choisir leur combat, en quelque sorte. Précisément. Agir juste dans le chaos des opérations, ça veut dire identifier l'action qui, avec le moins d'efforts, aura le plus grand impact. C'est passer d'une posture réactive à une posture plus stratégique, même à l'échelle d'une seule journée. Et la deuxième citation? Elle boucle la boucle. Fadel Mbala dit « Quand un manager remet l'essentiel au centre, l'expérience change des 2 côtés. Les clients le ressentent parce que les collaborateurs le vivent. » C'est une phrase très forte. Oui. Elle connecte directement la performance du manager à l'expérience du collaborateur et donc à l'expérience client. Un manager qui agit juste est moins stressé, plus focalisé. Il donne des directives plus claires. Et son équipe le ressent. Al. On a donc une méthode fondée sur l'action, l'expertise de terrain. Mais concrètement, comment ça s'utilise-t-il? Le mémo parle de 2 grands cas d'usage. Le premier, c'est l'usage corporate à l'échelle de l'entreprise. Oui. L'idée, c'est qu'une organisation déploie ses modules à grande échelle. Et là, les bénéfices attendus sont stratégiques. D'abord, la vitesse. On peut diffuser une nouvelle pratique à des centaines de managers en quelques jours. Ce qui est impossible avec une formation classique, qui prendrait des mois. Impossible. C'est un avantage énorme quand les attentes des clients changent aussi vite. Et le deuxième bénéfice, c'est l'harmonisation.
On en revient à notre problème de départ. Exactement. L'hétérogénéité. Là, l'idée, c'est de créer un langage managérial commun, des réflexes partagés, que le manager soit à Paris, à Madrid ou chez un partenaire à l'étranger. L'objectif, c'est de réduire la variabilité dans la qualité de service. Cette idée d'harmoniser, c'est séduisant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des managers robots, un peu tous formatés de la même façon? Et c'est une bonne question. Parce que chaque équipe, chaque contexte est différent. Est-ce qu'on ne risque pas de tuer l'initiative sur le terrain? Le mémo n'aborde pas frontalement cette critique, mais on peut deviner la réponse. L'idée, c'est pas de donner un script rigide, c'est de fournir un socle de bonnes pratiques. Le module t'apprend la méthode pour analyser un problème. Il ne te donne pas la solution toute faite. Il te donne les bons outils. Voilà, c'est au manager d'adapter la solution à son contexte. C'est une standardisation des méthodes, pas des solutions. D'accord, je vois. Ça, c'est pour l'usage corporate. Et le deuxième, c'est l'usage individuel. L'autre facette, un professionnel, manager ou pas, peut décider de se former de sa propre initiative, à son rythme. L'avantage, c'est que ça s'intègre dans sa vie pro sans tout bloquer. Pas besoin de poser une semaine de congé pour se former. C'est ça. C'est du développement continu, par petites touches, et on revient à cette promesse d'être immédiatement activable. Pour quelqu'un qui veut progresser et voir des résultats vite, c'est un argument qui pèse lourd. Que ce soit l'entreprise ou l'individu, la finalité est la même. Rendre le management plus efficace et plus pertinent sur le terrain. C'est tout l'enjeu. Bon, il est temps de synthétiser un peu tout ça. Si on devait résumer l'argument central de ce mémo, ce serait que face à la rareté du temps, les anciens modèles de formation, ils sont obsolètes. C'est ça. Les dispositifs lourds, longs, souvent déconnectés du quotidien, ça ne marche plus. Ils ne répondent plus aux besoins. Le document positionne donc le micro-learning non pas comme une alternative tendance, mais comme la seule réponse pragmatique et mesurable. Leur promesse est triple. Faire progresser les pratiques, vite, bien et durablement. Vite, bien et durablement. Voilà. Vite, c'est le format court. Bien, c'est l'expertise des praticiens. Et durablement, c'est l'ancrage dans l'action avec les outils concrets qui transforment un savoir en habitude. L'argumentaire est donc très carré. Un diagnostic sans concession, une solution ciblée et une justification basée sur la performance. C'est un discours qui est clairement fait pour parler aux décideurs. Totalement. Et pour finir, ça ouvre une piste de réflexion qui va un peu au-delà du mémo. On a beaucoup parlé de l'impact sur les managers, sur la performance. Mais si on reprend la phrase de Fadel Mbala, les collaborateurs le vivent. Oui, Ça nous invite à nous poser une question. Si un manager apprend vraiment à agir juste plutôt qu'à agir partout, quel est l'effet d'entraînement? Non pas sur les compétences, mais sur la culture de son équipe. c'est une excellente question. On peut imaginer un manager moins dans le micromanagement parce qu'il sait où mettre son énergie. Ça pourrait libérer du temps pour un meilleur coaching, donner plus d'autonomie, créer un climat de confiance. Et ça, la source ne fait que le suggérer. Elle le suggère, mais explorer cet impact culturel, ce serait la prochaine étape passionnante. Comment un management plus intelligent transforme non seulement la performance, mais aussi le bien-être au travail. C'est peut-être ça le véritable enjeu final.